Bonjour, je m'appelle Marianne Le Gagneur, je suis doctorante en sociologie et vous écoutez Thésard, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales. Ici, vous les entendrez parler de leur recherche en cours et de leur expérience de la thèse. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une thèse ? Sur quoi est-ce que les doctorants et doctorantes travaillent ? Autant de questions auxquelles ce podcast va s'efforcer de répondre. Pourquoi faire une thèse ? Je vous explique mon activité de thésarde. Vous savez que je dois remettre ma thèse en juin. Et juin, c'est même pas dans 3 mois, c'est demain. Une thèse sur quoi ? Sur rien. Mais excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ce... Bienvenue dans ce nouvel épisode de Thésard après plusieurs mois d'absence. Grande nouvelle pour Thésard, nous sommes maintenant 2 à travailler sur ce projet. Toujours moi, Marianne, doctorante CIFRE en 3e année, qui étudie le télétravail dans une perspective temporelle, et toi Jeanne. Bonjour, je m'appelle Jeanne, je suis docteure en sciences politiques et pendant ma thèse, j'ai étudié le processus de construction étatique palestinien à travers les enjeux de pouvoir de la gestion locale de l'eau. Pour ce nouvel épisode, enregistré en février dernier, dans un monde où l'on ne savait pas encore ce que 2020 allait devenir, et où le monde universitaire était traversé par le mouvement de lutte contre la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, nous avons rencontré Daphné. Dans cet épisode, vous entendrez Daphné, doctorante en sociologie, parler du sujet de sa thèse sur le cheveu crépus dans l'industrie de la beauté, en France et au Brésil. De son sujet de mémoire à la construction de la thèse, le choix de la comparaison, la question de la race, celle du genre, mais aussi de la classe, nous évoquerons également la construction historique et politique de l'objet de sa thèse. Dans une seconde partie de l'épisode, nous parlerons de la thèse, une épreuve, et des enjeux pratiques et matériels derrière cette recherche, de comment Daphné organise son travail. C'est parti! Alors, je m'appelle Daphné et je suis en 5e année de thèse à l'EHESS. Et je travaille sur le Brésil, sur le marché de la beauté ethnique en France et au Brésil, où en gros j'essaie de comprendre un peu l'émergence du segment dit ethnique de la beauté au sein de l'industrie cosmétique. Et comment il t'est venu ce sujet de thèse ? Alors, c'est que j'avais commencé en fait en mémoire à travailler sur... En fait, moi je voulais travailler plutôt sur la question du métissage. Et finalement, quand je me suis inscrite en master, toujours à l'EHESS, j'ai vu qu'il y avait un peu cette préoccupation en fait autour du cheveu, du retour aux cheveux naturels. Il y avait vraiment une dynamique qui commençait à émerger. Je me suis dit pourquoi pas travailler sur la question du cheveu afro. Et j'avais fait une ethnographie de salon de coiffure à Château-d'Eau. Donc j'avais comparé 2 salons, un salon antillais et un salon plutôt africain. Et après, à la fin du mémoire, ça a été vraiment en fait un moment d'expansion de cette niche un peu ethnique autour du cheveu, du soin de la peau, du maquillage, etc. Donc j'ai eu envie d'étudier ça. Du coup, pourquoi cette question elle est particulièrement intéressante quand on s'intéresse au Brésil ? Et est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ce que tu essayes de montrer dans ta thèse et des personnes que tu étudies ? Alors en fait, moi j'avais décidé de travailler plutôt sur le Brésil. Enfin, sur le Brésil parce que j'avais pas envie de travailler sur les États-Unis. Et parce qu'il me semblait que ça avait été déjà pas mal fait. Et en fait, le Brésil, c'était pour moi un cas intéressant parce qu'il y avait toujours cette question du métissage, mais aussi, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de comparer un peu en fait, toute cette question de la race, entre guillemets, et en fait, pourquoi des marqueurs corporels deviennent des marqueurs raciaux. Et en fait, l'idée de la comparaison, c'était aussi un moyen de déconstruire, en fait, ces marqueurs et de voir en fait, comment se construit quelque chose qui est a priori arbitraire, se construit socialement. Donc c'est ça qui m'intéressait en fait dans cette comparaison avec le Brésil. Et après, le Brésil, c'est aussi un pays... donc déjà sur la question de la race, c'est intéressant parce qu'il y a toute une idéologie autour du métissage, de la démocratie raciale, etc.
Mais aussi, c'est un pays où l'industrie de la beauté est extrêmement développée, en fait. Donc, pour moi, la comparaison était plutôt pertinente dans ce sens. Du coup, dans ta thèse, tu utilises le terme de race. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme-là en sciences sociales ? Alors, moi, je l'utilise ce terme, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un terme qui ne renvoie pas à une réalité biologique, mais en fait, une réalité sociale dans le sens où c'est des catégories de pensée qui ont une matérialité, donc qui ont des conséquences, on va dire, sociales dans la vie de tous les jours, de hiérarchisation, de stigmatisation, de discrimination. Donc en fait, c'est pour ça que moi j'utilise ce terme, et après, en fait, c'est pas du tout consensuel, même dans le monde académique, en fait. Et là, je peux évoquer une petite anecdote, parce que j'organise avec une collègue de mon laboratoire un séminaire qui s'appelle Pratique d'enquête sur les rapports sociaux de race, en France et hexagonale et ultramarine. Et donc quelqu'un a un peu vandalisé, entre guillemets, notre affiche en barrant le mot race. Donc on voit déjà que même au sein du milieu académique, il n'y a pas un consensus autour de l'usage de ce terme. Et ça renvoie aussi à des... Bon, il y a un caractère un peu violent aussi du terme, qui fait référence à des... aussi au 18 et 19e siècle, c'est-à-dire où il y a eu toute une réflexion pseudo-scientifique autour de ce terme qui a conduit un peu aux hiérarchisations qu'on connaît aujourd'hui. Toi, il te sert à montrer quoi, le terme de race au sein de ta thèse ? Enfin, moi, je m'intéresse en gros... donc, en fait, moi, je suis vraiment partie de ce qu'on appelle le mouvement naturel. Donc, en fait, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis à la fin des années 2000, qui a pris pas mal d'ampleur à partir des années 2010, et qui visait, en fait, à valoriser le cheveu crépus et frisé, afro, en fait, dans son état dit naturel. Donc, voilà, naturel entre guillemets, c'est-à-dire en fait qui n'est pas. En fait, l'idée de ce mouvement, c'était du cheveu non transformé, donc non lissé en fait, avec des produits chimiques, donc tout ce qu'on connaît comme le défrisage chimique à la soude, par exemple, à l'ammoniac, etc. Ou lisser les cheveux avec les fards à lisser, faire des brushings. En fait, l'idée, c'était vraiment de revaloriser ce cheveu, mais il y avait aussi tout un caractère pédagogique en fait autour de la transmission de savoir autour du traitement, du soin de ce cheveu qui avait été un peu perdu. Et donc en fait c'était toute une bataille en fait autour du discours, de se réapproprier un peu un discours autour de ce cheveu, mais aussi tout un ensemble de pratiques et de nouvelles pratiques, revaloriser par exemple les tresses, etc. Donc en fait, il y a tout ce mouvement-là qui a eu un écho à la fois en France et au Brésil, là plutôt au début des années 2010. Et moi, je voulais voir comment ce mouvement-là a pu en fait changer la configuration du marché et de l'industrie cosmétique, c'est-à-dire comment l'industrie s'intéresse à ces questions-là. Et donc, au travers de la thèse, moi, je me suis intéressée à plusieurs catégories d'acteurs. Donc d'abord, tout ce qui est blogueuses, en fait, parce que c'est elles qui ont permis vachement de visibiliser ces questions-là. Et donc, au début, c'était des blogueuses plutôt, en fait, qui se désignaient plutôt comme militantes, donc qui ont créé des associations, qui ont pas mal été actives sur des forums, puis après sur des chaînes YouTube, sur Instagram, etc. Ensuite, il y a les coiffeurs aussi, qui ont en fait un lien aussi... on va dire, plus ou moins historique avec l'industrie, c'est-à-dire que c'est des personnes, enfin, surtout les coiffeurs un peu plus connus, ont souvent formé l'industrie, etc. Donc il y a quand même des liens étroits. Et puis, je me suis intéressée aux entrepreneurs, souvent noirs, mais pas nécessairement, mais qui proposent des produits, services, en fait, de beauté, donc qui ont des petites marques en général. Donc souvent liées des gammes pour le soin du cheveu, ça peut être
du maquillage, des choses pour le soin de la peau, etc. Et la dernière catégorie, c'est en fait les départements marketing et le développement de produits de l'industrie cosmétique. Donc voilà, c'est un peu pour schématiser un peu ce que je fais et à qui je m'intéresse. Donc c'est un peu la dynamique entre ces acteurs qui m'intéressait. Et en fait, là, sur la question là, du Mouras et comment je le mobilise dans la thèse, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est particulièrement ces marqueurs corporels que représente le cheveu et la couleur de la peau. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'entre le Brésil et la France, il y a une appréhension assez, a priori, différente de ces marqueurs et qui n'ont pas les mêmes significations sociales. Donc, par exemple, au Brésil, on voit que le cheveu a une importance majeure dans la définition de ce que c'est d'être noir ou d'être blanc. Donc, c'est-à-dire que quand on se lisse les cheveux, on passe plutôt plus facilement pour quelqu'un de blanc, ou à l'inverse, quand on laisse ses cheveux naturels, on est plutôt catégorisé comme noir. Alors qu'en France, le fait d'avoir les cheveux lisses, ça n'empêche pas d'être noir. Donc en fait, ça implique des choses différentes, et c'est ça qui m'intéresse particulièrement. Et du coup, tu dirais que l'industrie cosmétique l'industrie cosmétique s'est vraiment adaptée à cette nouvelle tendance? Enfin, moi, ce que j'ai remarqué et ce qui m'a intéressé, c'est de voir, en fait, plutôt de savoir si l'industrie intègre cette question-là, c'est plutôt comment elle le fait. Et après, ce que je vois par exemple au Brésil, où j'avais étudié un peu de près certaines campagnes de marques de l'industrie, donc il y a deux marques particulièrement qui ont eu du succès assez rapidement en valorisant plutôt les boucles, le cheveu afro, etc. Et ça, c'est quelque chose qui date de 2017 à peu près, donc c'est plutôt récent. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans ces campagnes, ces deux marques qui prétendaient en fait valoriser la femme noire, etc., avaient un discours quand même qui renvoyait à des préjugés traditionnels associés au noir, en fait. Donc, par exemple, quand il s'agissait donc, déjà, il y avait un aspect où la femme noire les femmes noires étaient appréhendées comme une catégorie homogène, donc c'est-à-dire qu'elles sont toutes pareilles, elles viennent toutes de banlieue, elles sont pas très éduquées, etc. Donc il y a un peu ce préjugé qui a conduit, par exemple, ces marques à proposer des emballages plus colorés, parce que c'est plus ludique, à moins s'intéresser aux caractéristiques techniques des produits, mais plutôt valoriser en fait les effets de ces produits. Donc en fait il y avait des choses assez intéressantes et donc il y a une des marques particulièrement qui faisait toujours recours à un vocabulaire de l'excès. Donc c'était toujours la femme noire comme diva qui a de l'attitude. Donc, et j'ai comparé ça avec les lignes de produits qui étaient destinées plutôt aux cheveux lisses. Là, on ne s'intéressait pas en fait à la personne à qui sera destiné ce produit, mais c'était plutôt pour avoir des cheveux brillants, etc. Donc c'était pas du tout les mêmes logiques en fait. Et on voit que, ce que j'ai remarqué, c'est que si malgré cette volonté de l'industrie en fait de valoriser ces femmes, il y avait toujours en fait un rapprochement au caractère en fait naturel des noirs, avec en fait qui sont toujours dans ce domaine de l'exception. Et au-delà de ça, en fait, il y a toujours ce que j'ai remarqué par rapport à cette question du cheveu, donc qui était quand même une revendication à l'origine, donc de ces premières blogueuses, etc., autour du cheveu crépus, donc plutôt que bouclé. C'est que là, au niveau de l'industrie, le caractère crépus c'est un peu perdu, et c'est plutôt le cheveu bouclé qui est valorisé, mais c'est un certain cheveu bouclé aussi, donc c'est un cheveu bouclé qui est dessiné, maîtrisé, contrôlé, il faut contrôler les frisottis, donc il y a quelque chose quand même de très, je pense, significatif. Et je pense que là, le dernier élément que je trouve important, c'est aussi la question un peu, on va dire, autour des divisions de travail, en fait. C'est-à-dire que moi, ce que je vois aussi, c'est que dans cette industrie, la plupart des personnes sont plutôt blanches,
et que cette industrie mobilise des experts, elle les désigne comme des experts racisés, mais qui sont toujours en fait associés à quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que on va prendre des consultants, on va s'intéresser à quelqu'un qu'on va faire venir pour une campagne particulière. Mais en fait, ce caractère toujours exceptionnel et montre que en fait, c'est cette question finalement de la peau noire, du cheveu afro, est pas intégrée, n'est pas pensée comme une norme, comme quelque chose au même titre que avoir la peau blanche, les cheveux lisses, etc. Donc en fait, l'acception de la beauté noire est toujours une question éminemment politique. Oui, ça c'est sûr. Et après, même, je pense que cette idée même après, ça c'est un élément qui est assez difficile à démêler pour moi dans mon sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est politique, à quel point c'est politique, et est-ce que les personnes qui portent ces questions-là le pensent comme politique. En fait, ça c'est assez délicat, et je vois qu'au début en tout cas de ce mouvement naturel, c'est clair qu'il y avait une dimension politique extrêmement claire, dans le sens où il y avait des mobilisations, il y a des associations qui se sont créées, et qui, il y a eu des actions par exemple comme écrire à l'industrie cosmétique, solliciter par exemple la Fédération française de la coiffure pour intégrer le cheveu crépus, qui jusqu'à aujourd'hui n'est toujours pas intégré, donc qui est pensé comme... une de mes enquêtées m'avait dit que dans le livret de formation en fait, des coiffeurs, le cheveu afro est pensé comme pathologique. Donc ça montre très bien la place un peu de ce cheveu dans les formations officielles en France. Ce que tu veux dire par pathologique, c'est qu'il faut obligatoirement le lisser, c'est ça ? Alors, en fait, c'est que il me semble que dans les pratiques, en tout cas qui sont enseignées, donc là je parle des formations officielles délivrées par l'État comme le brevet professionnel ou le CAP coiffure, en fait, donc déjà, oui, effectivement, en termes de pratique, on trouve presque que le défrisage, en fait. Et c'est juste le fait que le cheveu crépus soit désigné comme pathologique, c'est quand même très significatif c'est quelque chose qu'il faut maîtriser, contrôler, soigner. Enfin, il y a un caractère très fort du sain et du pathologique, en fait. Là, mais et plus que ça, en fait, c'est que il y a pas mal de mes enquêtés qui ont plus que sollicité la Fédération française de la coiffure, mais qui ont essayé en fait de faire bouger les choses, de proposer des programmes en fait de formation, etc. Et moi, la réponse qu'on m'avait donnée, c'était ah oui, mais bon, la présidence de cette fédération est composée d'hommes blancs de plus de 50 ans, donc qui ne voyaient pas l'utilité en fait de changer les choses. Après, il y a quand même des formations qui sont délivrées par des marques comme Misani, qui appartient au groupe L'Oréal, donc avec des coiffeurs particuliers, des coiffeurs qui ont des écoles privées, etc. Mais ça reste quand même plutôt marginalisé en fait, c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que n'importe quel salon de coiffure traditionnel en France qu'on croiserait dans la rue, c'est des coiffeurs pour les blancs en fait ? Ou les blanches d'ailleurs ? Oui. Oui, plutôt en fait, parce qu'après, il peut y avoir quand même des coiffeurs qui savent coiffer le cheveu crépus, mais bon, il faut connaître en fait. Donc c'est pas en fait... je veux dire, ce qui est aussi intéressant dans ce sujet-là, c'est qu'on voit que finalement, cette question d'accès à la beauté, c'est une véritable... il y a une véritable réflexion à mener autour de ça, c'est-à-dire que on voit que les femmes noires, parce que aussi la sociologie qui s'est intéressée aux questions de beauté, s'est souvent intéressée en fait à la beauté comme conséquence d'une domination masculine.
Mais c'est vrai que je pense qu'on peut appréhender plus ce sujet d'une perspective intersectionnelle, c'est-à-dire qui pense les choses en fonction des prismes de genre, de classe et de race. Et là, on voit que les femmes noires ne sont pas sur le même pied d'égalité que les femmes blanches. C'est-à-dire qu'elles doivent fournir des efforts supplémentaires qui soient matériels, donc c'est-à-dire, en fait, voilà, pour trouver un shampoing, il faut payer 3 fois plus. Pour maintenir en fait des cheveux, que ce soit des cheveux en fait afro-naturels ou défriser ses cheveux, etc. Pour se conformer à un idéal qui est plus éloigné de soi, on doit fournir des efforts matériels plus importants, mais aussi symboliques. Donc en fait, il y a tout un ensemble de logiques qui montrent que en fait cette question de la beauté, et ça revient à la question du politique, mais en fait elle ne révèle pas que des choses autour de la beauté. En fait, elle est aussi un révélateur de structures de pouvoir, d'inégalités sociales, raciales, en termes de genre. Donc c'est intéressant d'appréhender cette question de la beauté par ce prisme. Et comment ton sujet te touche, toi, à titre personnel ? Qu'est-ce que ça fait pour toi d'étudier ton sujet de thèse ? Je pense qu'il y a cette question de comment construire une approche scientifique sur un sujet qui nous est lié, en fait, parce que, pour résumer, moi je pense que je peux être catégorisée comme métisse ou noire, mais plutôt de classe moyenne supérieure. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui font que ça a été un sujet très personnel pour moi au début, donc il a fallu construire toute une distance autour mettre de la distance finalement avec mes enquêtés, avec ce sujet aussi. Et en fait, ce qui est intéressant, je pense que c'est pas une question qui me touche de la même manière au Brésil ou en France, en fait, et en fait, c'est là aussi où cette question de la couleur de la peau, des cheveux, de comment on se présente en tant que chercheur, ça a un effet clair en fait dans la récolte des données sur le terrain, donc où on est parfois délégitimé, ou des fois où on a un accès au terrain plus facile. Donc par exemple, moi j'ai eu un accès très facile à des personnes qui étaient plutôt militantes noires au Brésil, mais aussi avec l'industrie cosmétique toujours au Brésil, parce qu'il y avait ce côté en fait français, donc européen. Donc finalement ça effaçait un peu ma couleur noire. Et à la fois ça permettait de créer la distance nécessaire pour qu'on m'explique les choses. Ah mais comme t'es pas brésilienne, tu peux pas comprendre ça, faut qu'on t'explique ça, etc. Est-ce que tu pourrais me raconter un souvenir heureux de ta thèse ? Je pense que des souvenirs plutôt marrants. C'est tous les moments où j'ai dû sacrifier mes cheveux pour le terrain. Donc, d'interviewer des coiffeurs qui décident de me coiffer soudainement. Donc ça, je pense que c'est un peu des situations de terrain que j'ai trouvé marrantes, en fait, après avoir parlé des heures avec un coiffeur sur ses pratiques, etc. Et en fait, après, de se mettre dans la position où là, on doit être coiffé, moi, je trouve ça marrant comme situation de terrain. Après, en souvenir heureux, il faudrait que je réfléchisse plus, mais après, moi, je suis toujours contente de travailler sur ce sujet. Surtout que, moi, c'est aussi mon impression que il n'y a pas une effusion de sujets sur cette thématique en France. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire, en fait. Il y a aussi un champ qui est un peu en train de se construire autour des questions raciales, et aussi qu'il y a tout un... Voilà, il y a aussi pas mal de chercheurs racisés qui sont immigrés de seconde, troisième génération, qui commencent à prendre un peu on va dire... qui commencent à mettre ces sujets en avant. Donc moi, je trouve ça assez intéressant. Parce que c'est vrai qu'au début de la thèse, du master, je me sentais un peu alien, quoi. Et donc le fait que ce soit des sujets qui soient plus visibles aujourd'hui, c'est assez agréable. Et est-ce que tu peux me raconter un souvenir plus triste de ta thèse ?
Après, ça, c'est plus un souvenir de master, mais c'est que quand j'avais fait mon ethnographie de salon de coiffure, j'avais été un peu virée d'un salon parce que... Bon, après, ce qui est toujours intéressant parce que ça montre aussi des logiques... Enfin, le non-accès au terrain est toujours intéressant, mais c'est vrai que c'est dur, en fait, parce en fait, c'était un salon africain où il m'avait dit oui, mais non, mais t'es une journaliste. Donc il y avait un peu cette angoisse de leur part de ma présence. Et en fait, je pense qu'on se rend pas toujours compte, mais quand on est anthropologue ou sociologue, en fait, on met beaucoup de soi en fait dans son travail. Donc c'est vrai que quand il y a des barrières qui nous empêchent de faire notre travail. C'est vrai que c'est toujours, on le prend toujours personnellement, donc il y a des choses. Et après, souvenir triste de la thèse, je sais pas. Après, il y a toujours, je pense que la thèse c'est une épreuve, quoi. Il y a un truc un peu épreuve par le feu. C'est pas facile en fait. Je pense que beaucoup de gens le voient un peu comme une étape, une épreuve, on peut faire ses humanités. Je sais pas, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, parce que en fait, pour pouvoir faire sa thèse, il y a tellement de choses à régler, en fait. C'est-à-dire, bon, il faut réussir à avoir une situation stable, une situation financière stable. Enfin, il y a beaucoup de questions qui sont, en fait, pas la thèse. Pour la thèse, je sais pas comment bien expliquer ça, mais... Enfin, moi, j'avais pas de contrat... pour la thèse, mais je travaillais pendant mes deux premières années de la thèse, en fait, je travaillais dans un cabinet de conseil. Donc finalement, j'étais quand même plutôt bien payée. Je travaillais 3 jours par semaine, donc c'est vrai que c'était dur en fait de concilier les deux. Et puis c'est vrai que le travail dans un cabinet de conseil, ça demande d'être une disponibilité qui m'empêchait de l'être pour la thèse finalement. Mais bon, maintenant je suis au chômage, donc c'est une autre question. Et là, oui, effectivement, c'est plus difficile, en fait, de dire, bon... puis il y a plein d'arbitrages à faire, c'est-à-dire, je suis au chômage, mais est-ce que je peux donner des cours? Il faut que je sois auto-entrepreneur à la fois, mais est-ce que je vais perdre mes droits pour le chômage? Et postuler pour ci et pour ça. Donc oui, c'est vrai que c'est quand même des choses qui empêchent d'être serein, en fait, de se concentrer... à plein temps sur ce qu'on devrait faire. C'est vrai que ça, c'est plus le climat actuel qui est, je pense, une source d'angoisse très grande. En fait, je le vois beaucoup parmi les autres doctorants, les chercheurs en général. Ouais, on se dit, bon, bah, tout ça pourquoi? Donc bon, on verra. Et quand tu travaillais dans ce cabinet de conseil, ça n'avait pas de rapport avec le sujet de ta thèse? Non, pas du tout. Mais après, bon, en termes de... Parce que c'était dans une start-up, donc c'est vrai que j'avais quand même pas mal de liberté. Et en fait, mon rôle, c'était quand même d'essayer de construire un peu un appareil méthodologique. En fait, pour faire les missions de conseil, donc il y avait toute une partie donc d'entretien, d'observation, etc. Donc là, sur les questions méthodologiques un peu plus. Et après, il y a toujours des tâches comme la rédaction, etc., présentation, qui sont un peu... qui se rejoignent, mais c'est vrai que c'est pas un travail de recherche. C'est pas la même temporalité, en fait. Je pense que ça, c'est la plus grande différence. C'est-à-dire qu'on doit produire des choses rapidement. En fait, je pense que c'est plus la question de... En fait, la sociabilité académique, en fait. Parce que depuis que je suis au chômage, donc depuis janvier l'année dernière, c'est vrai que... En fait, on découvre plein de trucs simples, en fait, des petits trucs. Et je pense que ça m'a beaucoup manqué, en fait, parce que le fait de se mettre vraiment dans un plein temps académique, entre guillemets, de pouvoir discuter facilement de certaines choses, en fait, des discussions qui font avancer très vite. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup manqué au début de la thèse. Et en fait, il y a une autre chose qui est, je pense, encore plus forte, mais qui est plutôt symbolique, mais c'est de se sentir légitime ou pas, en fait. Je crois que moi, quand ça a été
mon grand truc en fait au début de la thèse où je me sentais pas légitime parce que j'étais un peu dans cet entre-deux. À la fois je me sentais pas super légitime dans mon boulot, pas légitime dans le milieu académique parce que j'ai l'impression d'apparaître un jour par semaine à l'université. Mais ça, et c'est vrai que... Mais je pense que c'est aussi des choses qui nous construisent, en fait. C'est-à-dire Enfin, moi, j'ai l'impression que le fait d'avoir bossé à côté, j'apprécie beaucoup plus la valeur du travail que je fais pour la thèse, en fait, maintenant. Donc, Enfin, je peux pas dire que ce soit moins bien ou mieux, j'en sais rien, mais c'est vrai que ça... Je pense que oui, ça modèle quand même le rapport qu'on a avec son propre travail, la valeur de son travail... et je pense que oui, toujours faire quelque chose à côté, ça permet de valoriser ce qu'on aime le plus, de toute façon. Qu'est-ce qui te vient quand tu penses à l'avenir ? Grande question. Je sais pas, je crois que j'aime pas trop penser à l'avenir. En fait, parce que je sais pas, j'aime bien aussi cette idée de faire la thèse, que ce soit un projet que j'ai envie de mener à bien, etc. Et c'est vrai que c'est un peu... Là, pour le coup, la suite, c'est un peu le flou, quoi. Je veux dire, est-ce que je vais réussir à travailler dans le monde académique ? Là, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir déjà, c'est-à-dire, réfléchir à postuler à des postes pour l'année prochaine, des post-docs, etc. Il faut publier, il faut enseigner. Donc, il y a toutes ces considérations qui sont jamais très loin, mais c'est vrai que moi, j'aimerais beaucoup... continuer dans la recherche, dans l'enseignement, mais on verra, hein. Je ne sais pas. Et tu travailles comment ? Tu as des carnets, un ordinateur ? Comment tu organises ton travail ? Alors, en fait, moi, je suis super forte en organisation, mais pas pour suivre mon organisation. Donc, j'aime beaucoup faire plein de listes. En gros, j'ai plusieurs carnets. J'ai un carnet un peu mon carnet d'organisation. Je liste toutes les choses que j'ai à faire avec les dates limites, etc. Après, j'ai un carnet de tous les jours juste pour écrire les choses que j'ai à faire quand je suis en train de les faire. Après, j'ai un carnet de recherche où là, j'organise de façon propre ce que j'ai à faire dans l'année, par exemple. Et après, oui, j'utilise beaucoup mon ordinateur, donc là, pour écrire, les notes aussi, j'aime bien classer les trucs par notes. Après, il y a, mes carnets de terrain, ça c'est autre chose, mais qui sont aussi organisés, où je fais là, c'est un peu un journal intime, mais c'est un peu, on note toutes ces impressions, on fait des plans, des choses qu'on a vues, des dessins, etc. Est-ce que tu as des recommandations culturelles à faire en lien avec ton sujet de thèse ? Par exemple, des livres, des films, des émissions ? Mais après, en ce moment, je suis en train de lire... c'est lié à mon sujet de thèse et en même temps... un peu, pas tant que ça, mais je trouve ça vraiment super. Je suis en train de lire Silvia Federici, qui a écrit Caliban et la sorcière et le capitalisme patriarcal. Et c'est très intéressant, parce que je suis en train un peu de travailler sur les liens entre race et capital en ce moment. Donc, et là, c'est hyper intéressant de voir en fait, toute cette question de l'émergence du capitalisme et qui coïncide avec l'exclusion des femmes, mais aussi, je trouve que c'est cette question de la race qui entre en jeu. Après, sur mon sujet, c'est clair que moi j'adore, par exemple, Elsa Dorlin. En France. Au Brésil, il y a aussi pas mal de chercheuses que j'aime bien, comme Angela Figueiredo, ou des chercheuses féministes, donc, comme Lélia Gonzalez, par exemple. Il y a tellement de trucs... je ne peux pas recommencer. Mais... Et est-ce que tu as des recommandations qui soient plus des choses pas scientifiques ? En ce moment... après, c'est plus des trucs que je fais en ce moment. Après, il y a plein... sur les podcasts, il y a vraiment plein de trucs, quoi. Je pense sur ces... ça, c'est assez cool, sur les questions raciales, comme le Chip Podcast. Il y a le podcast de Rokhaya Diallo aussi. Après, en bouquin...
En ce moment, je lis pas mal Marianne Ndiaye, Scholastic Mukasonga. Après, des trucs que j'ai un peu... Voilà, c'est un peu des recommandations en vrac, mais j'ai commencé aussi à lire pas mal de choses. Moi, je connaissais pas très bien, mais sur des bouquins un peu classiques, des romans classiques d'Afrique de l'Ouest, donc comme... j'avais lu L'Enfant Peul, c'était un super bouquin qui se passait au début de la colonisation, et c'est intéressant de voir un peu ces transitions entre l'époque traditionnelle et en fait c'est vraiment cette période de transition traditionnelle, colonisation, le rôle des femmes aussi, ça j'aime beaucoup. Est-ce que tu as lu Americana de Chimamanda Ngozi Adichie? Oui, j'avais beaucoup aimé ce bouquin. En fait, on m'a beaucoup recommandé de le lire aussi. C'est assez marrant, en fait, comment cette question est devenue visible avec ce bouquin. Et ouais, je pense qu'en fait, c'est drôle parce que cette question du cheveu, on la retrouve dans beaucoup dans la littérature, en fait, qui s'intéresse aux populations noires. C'est assez central, en fait, que ce soit chez Zadie Smith, par exemple. Moi, j'adore Zadie Smith, qui est une autrice britannique. Mais aussi, par exemple, dans l'autobiographie de Malcolm X, où il se fait un défrisage, c'est devenu un peu classique. Et puis, dans Americana, il y a aussi cette dimension de l'exil, en fait, qui est très intéressante, quand elle dit dans le livre oui, j'ai découvert que j'étais noire quand je suis arrivée aux États-Unis, donc ça, c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé ce bouquin. Merci à Daphné d'avoir discuté avec nous au micro de Thésard et pour toutes ces recommandations culturelles passionnantes. Vous en retrouverez la liste dans la description de cet épisode. Merci à Tilif, le générique est réalisé à partir de son morceau Shape 5. Merci à vous d'avoir écouté Thésard jusqu'ici et d'être là après ces mois d'absence, ou bien de nous rejoindre pour la suite. Depuis cet été, Adrien, que vous avez peut-être entendu au micro du premier épisode, est devenu docteur, et nous en profitons pour lui adresser de nouveau toutes nos félicitations. Vous pouvez nous retrouver et nous envoyer toutes vos remarques et questions sur Instagram et Twitter, @thésard_es, ou par email, thésard.es@gmail.com. Pour ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast. Si Thésard vous a plu, parlez-en autour de vous et envoyez et partagez l'épisode à vos proches. À très vite, courage pour vos thèses, mais surtout pour tout le reste.